Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 165, J'apprends à consoler. Notre témoignage de la semaine vient de Florence, qui nous parle de 2 minutes de bonheur en couple. Et elle nous dit « Jeu sympa, peu encombrant et tellement révolutionnaire avec ses cartes digitales. Nous échangeons avec mon mari des choses incroyables que nous nous étions jamais dit. Et surtout, c'est tellement beau qu'on devrait se les dire plus souvent. 2 minutes de bonheur est un incontournable. Je l'offre à toutes les occasions. Et vous, à qui allez-vous l'offrir ? Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me sens souvent inutile quand quelqu'un se confie à moi. Qu'est-ce qu'il ou elle attend de moi au juste? Souvent, je ne peux rien changer à leurs émotions ou à leurs souffrances, alors je me sens prise de court et j'ai l'impression que rien de ce que je pourrais dire ou faire ne changera la donne. Le pire est lorsqu'une amie est venue vers moi pour m'annoncer son divorce. Je me sentais complètement désarmée. Comment consoler? En plus, souvent lorsque je traverse moi-même des épisodes de profond spleen, je trouve toujours quelqu'un pour imaginer des solutions à ma place et rarement pour me laisser vider mon sac. J'ai l'impression que la souffrance dérange, qu'il faudrait l'évacuer rapidement. Et là, ça me chicote. Sommes-nous incapables d'apporter un réconfort aux autres? Vaut-il mieux traverser nos tristesses, nos deuils et nos cafards seuls? Pour cet épisode, nous nous sommes plongés dans la lecture de l'ouvrage de Christophe André paru en janvier 2022. Consolation, celle que l'on reçoit et celle que l'on donne. Voilà un bien joli titre. Christophe André est psychiatre et psychothérapeute français. Il exerce à l'hôpital Sainte-Anne à Paris et il est un des pionniers des thérapies comportementales et cognitives en France. Il s'est notamment beaucoup intéressé aux bienfaits de la méditation en pleine conscience et dans cet essai, cette fois-ci, il va nous emporter sur le chemin de l'empathie et du lien aux autres. Effectivement, nous sortons d'une période où le lien social a été mis à mal. Nous nous sommes tous sentis à la fois solidaires et parfois totalement isolés dans cette pandémie mondiale. Avons-nous perdu une partie de notre aptitude à créer du lien social et des relations profondes? Pourtant, comme nous vous l'avions partagé dans notre épisode 79 « Je crée du lien social », le lien social est une des composantes fondamentales du bien-être durable. Et comme vous le savez tous, c'est un des fondements de la création des jeux 2 minutes de bonheur. Commençons par le commencement. Mais qu'est-ce que l'acte de consoler? Christophe André nous dit que consoler, c'est souhaiter, soulager une peine. Alors souhaiter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire quelque chose sans garantie d'y arriver. Et oui, en soulageant, nous n'avons pas le pouvoir d'effacer la source de la souffrance. Et qu'est-ce qu'une peine? Ce sont toutes les adversités auxquelles nous faisons face et qui font remonter des émotions inconfortables. Consoler, ce sont donc tous les gestes et les attentions que nous pouvons proposer à quelqu'un qui souffre pour l'accompagner dans l'immédiat et l'aider à continuer de vivre à plus long terme. La consolation n'est pas une recherche de solution. C'est une aide pour alléger la charge du réel. Consoler, ce n'est pas un acte dirigé contre la source de la souffrance, mais vers la personne qui souffre. Je me souviens de toutes les fois où j'ai été extraordinairement maladroite en cherchant des solutions aux problèmes que mes amis me confiaient avec l'éducation de leurs enfants. Je battais des records de créativité. Est-ce que tu as essayé ça? Et si tu faisais ceci? Et pourquoi pas ça? Sans comprendre que bien souvent, toutes mes amies avaient juste besoin d'être consolées. Au cours de ses multiples années au service de ses patients et dans son rôle de psychothérapeute, Christophe André a pu identifier 4 composantes indispensables à la consolation. Tout d'abord, l'affection. Toute consolation est par nature une expression d'une affection pour la personne consolée. Deuxième composante, l'attention. La consolation détourne notre attention quelques instants de la souffrance. C'est une pause salutaire qui en allège temporairement le poids. Troisième composante, l'action.
Consoler, c'est aussi préparer le moyen, long terme et prendre des actions parfois ensemble pour continuer à vivre. Et la dernière composante, l'acceptation. Consoler, c'est indirectement amener la personne qui a de la peine à reconnaître sa situation. Alors ces 4 composantes sont faciles à retenir parce qu'elles commencent toutes les 4 par des A. Donc c'est affection, attention, action et acceptation. Je me souviens précisément d'un moment où j'ai subi une humiliation cuisante au travail de la part de mon patron. Un de mes collègues ayant assisté à la scène et bien intentionné me suit vers la salle de repos. Je fais tout ce que je peux pour me contenir et lorsqu'il me dit très gentiment « Ce qui vient de se passer n'a rien de normal, est-ce que ça va ?» Je lui réponds entre mes dents bien serrées « Sois pas trop gentil s'il te plaît, ça n'aide pas ». Et je m'effondre quelques secondes plus tard et je lui demande pardon parce qu'en fait, si, il m'a aidé à formuler ce que je ressentais. La consolation est un acte courageux parce qu'il est fragile et incertain comme mon gentil collègue que j'ai renvoyé bouler. La consolation ne résout rien parce que malheureusement, il existe des épreuves irrémédiables comme la perte d'un être cher, une fausse couche ou la maladie d'un enfant. Elle est une démarche simplement humaine, c'est un partage d'affection. La consolation est humble car elle ne cherche pas à résoudre. Elle sait que son plus grand pouvoir est de se faire toute petite et de guetter le moment propice où elle apportera un vrai confort sur le moment et où la personne qui souffre pourra recommencer à se projeter un peu. Il y a un point sur lequel j'aimerais bien revenir. J'ai souvent éprouvé de la difficulté à consoler des proches lorsque je doute de la sincérité de mes propos. Par exemple, l'une de mes amies est restée très longtemps sans attendre d'enfant, presque 10 ans. Nous en avons beaucoup parlé avant et aussi après que j'ai eu la chance d'accueillir mes premiers enfants. Et je me sentais mal de lui dire qu'il y avait encore de l'espoir et que rien n'était perdu, alors que je n'en savais rien du tout. Christophe André a une très belle réponse à mon interrogation. Consoler ne nécessite pas que nous croyions dans les mots que nous prononçons, mais que nous croyions dans leur pouvoir de faire du bien. La sincérité à mobiliser est celle de l'intention et non de la certitude, comme le dit si bien le psychiatre. Ce n'est pas mentir, c'est souhaiter sincèrement soulager l'autre par amour. La consolation est aussi une question de timing. Pour cela, je voudrais faire un petit détour par les mécanismes de la désolation. Et ceci pour que nous comprenions l'état d'esprit dans lequel peut être quelqu'un que nous voudrions consoler. Donc, toute désolation apporte, d'une part, un sentiment que le futur ne sera plus jamais paisible et que beaucoup de possibles ne le sont plus dorénavant. C'est notamment ce que nous vivons dans le deuil. La désolation, c'est aussi avoir l'impression que nous ne pourrons plus jamais être heureux, que les traumas du passé vont ressurgir et que seul le bonheur maintenant éteint les tenait à distance. La désolation, c'est une perte de légèreté, d'insouciance, c'est un manque de foi dans l'avenir et dans la vie, c'est perdre toutes ses illusions. Dépendamment du stade que traverse la personne, elle n'est peut-être pas encore en l'état de recevoir cette démonstration d'affection qu'est la consolation, et que ce n'est pas encore le moment de commencer à regarder comment continuer à vivre. D'autant que la tentation est forte de rester dans sa carapace de tristesse. Nous pensons parfois que la tristesse va nous protéger de la souffrance, qu'arrêter d'être fort est un soulagement. Et c'est souvent le cas dans un premier temps. C'est ce ressort qui nous incite parfois à repousser la consolation. Allez, je change de regard. Alors, qu'est-ce qui nous console concrètement? Première piste. D'abord et avant tout, c'est se mettre en lien avec la vie. Que c'est dur de recommencer à s'émerveiller des petites grâces du quotidien lorsque nous traversons une lourde épreuve et que la souffrance nous inonde. La vie continue et c'est très difficile à accepter. Pourtant, c'est cette épreuve d'humilité et de réceptivité qui nous fait aussi du bien, car elle nous décentre de nous-mêmes et nous permet de lâcher prise. Sortir de la chambre d'hôpital dans laquelle est hospitalisée ma mère en fin de vie et marcher pour observer les couleurs de l'automne, ça ne change rien à la situation, et pourtant, ça fait du bien, ça recharge. Parfois, même dans la douleur,
nous pouvons faire l'effort de sourire suffisamment longtemps et légèrement pour en ressentir les bienfaits. Vous pouvez pour ça réécouter notre podcast 107, Le pouvoir du sourire. Deuxième piste pour consoler, c'est se mettre en lien avec les autres. La souffrance nous isole des autres, tandis que le lien aux autres console. Ces liens aux autres nous rappellent que nous sommes dignes d'amour et que nous sommes aimés. Consoler, c'est réunifier, c'est ramener auprès de ses semblables, nous dit Christophe André. Il faut savoir que nous sommes une espèce programmée pour consoler. Comme nous en avons parlé dans plusieurs épisodes sur le fonctionnement du cerveau, comme l'épisode 128, je découvre les mécanismes primaires du cerveau. Notre espèce est naturellement programmée pour la survie, et la survie passe par la force du groupe, du collectif. Ainsi, nous sommes naturellement programmés pour soutenir le membre du groupe qui a besoin d'aide, pour s'assurer qu'il reste une force vive au service de la survie générale. Ça peut vous paraître un peu réducteur, dit comme ça. Cependant, c'est une réalité démontrée par la théorie de l'évolution. Néanmoins, si nous nous éloignons un peu de l'ère préhistorique, notre espèce a développé au travers du temps les compétences cérébrales qui nous permettent de consoler, comme l'empathie, qui est se mettre à la place d'autrui, et également la compassion, qui est le désir d'aider pour apaiser la souffrance de l'autre. C'est pour ça que vous avez sans doute déjà ressenti cet élan naturel à aller consoler ou apaiser quelqu'un que vous ne connaissez pas et que vous trouvez pleurant dans la rue, ou quand vous regardez des reportages avec des enfants qui meurent de faim. Nous avons tous une prédisposition naturelle à aller vers l'autre pour mettre la main sur son épaule et lui remonter le moral. C'est aussi quelque chose que nous observons très tôt chez des petits enfants qui ne sont pas encore conscients de leurs gestes et offrent un doudou en consolation d'un grand chagrin. Si l'empathie vous intéresse, nous l'avons déjà pas mal évoqué, et allez réécouter notre épisode 164, J'essaye de mieux écouter. Une question me vient alors, mais comment la force du lien peut nous apaiser alors qu'en fait elle ne change rien au réel et à la source de notre souffrance? En fait, Christophe André nous explique que la consolation est un acte de fraternité pure qui nous rappelle simplement que nous sommes aimés. Ce n'est pas pour leur pouvoir de changer la situation que nous nous sentons mieux au contact des consolants, mais pour la douceur et l'affection qu'ils nous apportent. Nous cherchons parfois un peu midi à 14h pour aider les autres, alors qu'il suffit parfois simplement d'un geste d'affection silencieux, d'une simple démonstration d'affection sincère. Après se remettre en lien avec la vie, puis se remettre en lien avec les autres, la troisième piste pour consoler, c'est se remettre en lien avec soi-même. C'est se consoler soi-même. Et Christophe André nous rappelle ces mots du philosophe Alain. Il faut s'appliquer à se consoler au lieu de se jeter au malheur comme au gouffre. Et ceux qui s'y appliqueront de bonne foi seront bien plus vite consolés qu'ils ne le pensent. La tentation est grande de ruminer et de s'enfermer dans le réconfort protecteur de la tristesse. Il est difficile de s'efforcer de se tourner vers la consolation. Mais voilà quelques petits pas à essayer. Se rappeler que la souffrance et la tristesse sont avant tout des états mentaux et se laisser traverser le temps nécessaire sans lutte, sans chercher de sens. Vous savez, ce sont ces nuages qui cachent le soleil. Il est parfois très reposant de se laisser simplement vivre ce que nous sommes en train de vivre. Un autre petit pas à faire, c'est ordonner ses ressentis, au sens de remettre de l'ordre. Souvent, lorsque nous traversons une période d'intense souffrance, nous ressentons le besoin d'agir, de divertir notre attention pour ne pas nous concentrer sur nos ressentis. Pourtant, mettre de l'ordre dans nos émotions, comme nous y accompagnent les thérapeutes comme Christophe André, est une étape indispensable pour comprendre et mettre des mots sur ce que nous traversons. C'est terriblement inconfortable et pourtant nécessaire pour aplanir et reconstruire. Le sourire aussi, c'est un petit pas à faire. Rappelez-vous que le sourire, même lorsque vous souffrez, améliore votre résilience et vous aide à remonter la pente. Et ensuite, se laisser aller à de plaisirs simples. Parfois, il est très difficile de se laisser vivre, de recommencer à rire ou à profiter de petites choses qui nous semblent si superficielles et qui pourtant comptent beaucoup.
Une bonne piste ici. Appuyez-vous sur votre corps, chantez, dansez, laissez votre corps vous guider et lâchez un peu le contrôle. Nous pensons souvent que c'est inutile car ça ne changera rien à la réalité. C'est vrai. Ça n'aide pas à progresser sur le chemin du sens ou de la reconstruction. Et pourtant, ça fait beaucoup à notre morale. Pour terminer, 2 idées qui nourrissent nos relations. Tout d'abord, évitez de jalouser le bonheur des autres et essayez de le vivre comme le signe que le bonheur existe. Souvent, constater le bonheur des autres ajoute à la peine, comme cet ami qui m'écoute râler contre mes parents alors que les siens sont décédés. Nous pouvons aussi regarder d'autres souffrances que la nôtre. J'ai le souvenir de ma mère me disant sur un ton de reproche lorsque je me plaignais « Tu n'es pas si malheureuse. Ça te ferait du bien d'aller t'occuper des autres pour te rendre compte de la chance que tu as. » Je me souviens aussi combien ça m'exaspérait, car ça me semblait bien loin de présenter une réaction utile à mon problème. Néanmoins, ça reste vrai. Nous ne sommes pas consolés par le malheur des autres, et d'ailleurs ça serait terrible. Cependant, nous pouvons être touchés par l'universalité de notre condition humaine, de ses aléas et de ses chagrins. Nous en vivons tous. Contre toute attente, ça aide, car nous nous sentons moins seuls et nous le vivons comme une sorte de solidarité qui nous remet en lien avec les autres. Comment pouvons-nous consoler les autres? Alors, tout d'abord, se rappeler 3 piliers. Le premier, la présence. Je suis là pour toi. Ensuite, le soutien affectif. Tu es important pour moi. Et puis le soutien matériel. Je voudrais simplifier cette période pour toi. Et le tout dans la discrétion. Que ce soit par une attention, par des paroles ou des gestes simples, le consolant est à l'affût des besoins du consolé. La règle d'or à respecter, nous rappelle Christophe André, est celle du kéros, le moment opportun. En d'autres termes, nous ne pouvons pas consoler quelqu'un qui n'est pas prêt à accueillir la consolation. Je me souviens d'un ami qui avait échoué au concours de médecine pour la 2e fois après avoir passé 2 années de préparation intense. Je m'étais précipitée pour lui proposer de le voir, de sortir ensemble, de le laisser vider son sac. J'avais moi-même une telle frustration, voire même de la colère, devant le travail que je l'avais vu accumuler et qui n'avait pas porté de fruits. Je vivais l'injustice par transitivité et je m'empressais de vouloir soulager la peine de cet ami qui s'était donné tant de mal. Et, après que je lui ai proposé de sortir, il m'a renvoyé un texto et il m'a dit « Pas maintenant, je veux être seul, je n'ai pas envie d'en parler. » J'ai vraiment eu l'impression de me prendre une porte, alors que dans les faits, mon ami m'aidait à y voir clair dans son état pour comprendre à quel moment il serait capable de recevoir ma consolation et mon soutien. Et ce moment n'était pas encore venu. Mais comment s'y prendre? D'abord, laisser faire le temps, patienter. La consolation, ce n'est pas comme tous ces films où l'héros ou l'héroïne gît sur son canapé pendant des semaines au milieu des pots de glace entamés, portant le même pyjama et où un jour son ami pousse la porte, lui donne une douche, l'emmène dehors et tout va mieux. Le temps a un vrai pouvoir qu'il est recommandé de respecter. Vous pouvez aussi choisir des mots simples. La maladresse est pardonnable si l'intention reste de soulager. Et si vous êtes mal à l'aise avec les mots, utilisez le corps. Les gestes de tendresse, les câlins, les caresses sur la main et parfois même le simple contact physique sont autant de consolations implicites. J'aimerais également répondre à cette question qu'il m'arrive de me dire souvent « mais à quoi bon? Mes mots ne changeront rien. Je stresse, je ne sais pas quoi dire. Je me détourne parce que j'ai le sentiment que tout ce que je pourrais faire sera inutile. Je me sens impuissante à soutenir mon ami dont le fils de 2 ans traverse un cancer très agressif. Je ne pourrai rien résoudre après tout. » Alors si vous aussi, vous vivez ces moments où vous doutez de votre capacité à aider et à soutenir, rappelez-vous de ces quelques règles simples de Christophe André. 1. Nous ne sommes pas responsables de trouver des solutions aux malheurs des autres, même si nous les aimons énormément. 2. Quand vous ne savez pas par où commencer, écoutez et interrogez l'autre sur ce qu'il ou elle ressent. Amenez-le à clarifier ce qui lui arrive, à poser des mots sur ses émotions avec des questions aussi simples comme « Qu'est-ce que ça te fait ?
comment tu te sens, sans chercher à changer ses propos. Troisième idée, exprimez votre affection avec des mots simples et sans détour. Je t'aime, je suis là pour toi. Ensuite, ne généralisez pas. Ne parlez pas des autres ou de vous. Concentrez-vous sur la personne que vous avez en face de vous et qui se confie. Ne vous mettez pas trop la pression. Peut-être que sur le moment, vous ne sentirez pas de réel soulagement chez l'autre, mais rassurez-vous, vous avez fait du bien. Souvent, le bienfait est ressenti plus tard. Enfin, rappelez à celui qui souffre que vous êtes là et contentez-vous de ça. Acceptez avec humilité votre faiblesse. Vous n'êtes pas Dieu, vous ne changerez rien à la situation et parfois c'est injuste et très dur à vivre. Cependant, il vous reste toujours le pouvoir de consoler la peine. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, la consolation, 1. Se concentre sur la personne qui souffre et non sur la source de la souffrance. 2. Se matérialise par un soutien affectif, matériel ou encore par une simple présence. 3. Est à la portée de tous. 4. Requiert une grande discrétion et un certain sens du timing. 5. Est le terreau de relations profondes nécessaires à notre bien-être. À vous de jouer, chers auditeurs. Cette semaine, apportez une oreille attentive à quelqu'un, qui que ce soit, votre enfant, votre collègue, votre voisin. Exercez votre empathie. Mettez-vous à la place de l'autre, écoutez et apportez un peu de réconfort. Nous nous quittons sur la petite mousse de Mère Teresa, qui se prête si bien à la consolation. Nous ne pouvons pas faire de bien grandes choses, seulement de petites, mais avec un grand amour. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsé par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.